On y va. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci au Capitole du Libre d'exister et d'avoir retenu ce petit sujet que je vais balayer assez rapidement, 20 minutes, et prendre des questions si vous en avez ensuite. Qui est développeur dans la salle? À peu près. Pas tout pour tout le monde, mais qui s'intéresse au développement logiciel. Ok, on va parler de ça. Alors, la grande histoire de Microsoft et du libre commence par... enfin, la grande histoire, la petite histoire. Commence par les langages de développement et la plateforme de développement .NET que Microsoft... sachant que Microsoft, à la base, ont commencé, enfin, ce que fait Bill Gates, c'était un compilateur basique, avant même de faire le DOS. Donc les langages de programmation, c'est quand même leur truc chez Microsoft. Et en 2002, ils sortent une plateforme .NET pour concurrencer Java, parce que Java existe et a pris de l'avance sur eux en termes au moins de popularité chez les développeurs dans les langages. Donc sortent ce framework qui évolue et qui aussi, dès le début, introduit ce langage C# que je vais vous montrer. Mais pas que, leur historique évidemment c'est le basique, puis le Visual Basic. Visual Basic.NET existe et existe toujours. Le framework .NET, c'était donc pour concurrencer Java, on va dire, des promesses de, alors pour les développeurs Windows surtout, l'élimination de l'enfer des dépendances, des librairies de dépendances, des DLL, Dynamic Linked Libraries, et un ensemble de programmation unifiée qui repose sur un système de type d'objets, de typage fort d'objets communs. Une interopérabilité multilangage, donc on pouvait faire, et on peut faire sur .NET du C#, du VB, il y avait une version Iron, Python, il y avait des trucs un peu... Il y avait même un J#, Java, oui. Bon, ça n'a pas eu grand succès. C'était moitié compatible avec le JDK, bref. Ce que fait, faut comprendre la philosophie .NET pour comprendre ensuite comment ça a pu évoluer vers quelque chose d'ouvert. Donc c'est un système qui repose sur différents compilateurs, donc qui peut parser différents langages, et qui envoie ça vers un socle commun qui est un peu similaire au bytecode de Java, qui s'appelle la Common Language Runtime, et qui permet donc ensuite d'aller directement compiler dans du code exécutable direct sur un processeur. La question étant, oui, mais est-ce que tous les processeurs? Et est-ce que derrière un processeur, il y a quand même un OS? Est-ce que tous les OS? La réponse, c'est non, d'emblée. Donc ils ont un peu menti sur la promesse, parce qu'on pensait que ça allait... quand on allait pouvoir faire du code qui allait pouvoir s'exécuter partout, c'est pas tout à fait exact. Ça vient surtout de la philosophie du framework qui d'emblée a reposé sur des librairies Windows, notamment pour le dessin, parce que Windows étant dominant à l'époque sur la partie interface graphique, système Windows Form est la librairie qui est adressée pour faire des programmes qui vont sur un écran fenêtré. Donc c'est tout Windows malheureusement, y compris si on dit on veut pas faire de l'interface graphique, on veut faire du programme sans IHM, et notamment, alors je suis développeur, je ne me suis pas présenté, je suis Guillaume Saint-Etienne, je suis développeur plutôt complètement back-end. Actuellement je travaille sur le projet ITER et je vais vous montrer du code qu'on fait à ITER, enfin, sur le projet, un des projets de l'informatisation d'ITER. Donc en .NET, dit .NET Framework, on a toutes ces librairies système en fait très dépendantes. La configuration en fait c'est le système de configuration qui va avec Windows. Le remoting, c'est le remoting de Windows qui est lié à de l'historique Windows 3.1. Il y a tellement d'historique en fait là-dedans. Ceux qui connaissent le marshalling, l'interop, c'est du DCOM,
comme Component Object Model, c'est des trucs, ça renvoie aux années 90. Mais c'est toujours ça qu'il y a, et pourtant on est sur un framework dit moderne à l'époque, et en fait on retrouve l'ancien code Windows très très lourd. La runtime, tout est lié, même le système de threading est celui propre à Windows. Si on voulait faire de l'accès aux données, Microsoft nous a donné un truc qu'ils ont appelé ADO, ActiveX Data Object, encore cette vieille époque de l'ActiveX. Et on est lié à OLE-DB, OLE, Object Linking and Embedding, encore une vieille recette qui, OLE, je pense, date aussi d'un reste de Windows 3. On est en 2002, donc c'est un peu gênant d'avoir des restes autant prégnants. Et la partie web, bah c'est pareil, ils ont fait tout pour être lié à un seul serveur web qui est le leur à l'époque, qui s'appelle 2IS, IIS, Internet Information Server, qui est un empilage assez infâme de plein de choses, qui est une librairie. Du coup, c'est un peu lourd à l'exécution, et pour accélérer, donc vu que ça n'allait pas très vite, ce qu'on développait, les API web qu'on pouvait développer sous 2IS, ils ont décidé de permettre à l'utilisateur de basculer en mode noyau, enfin que le serveur web bascule en mode noyau, donc encore plus vissé aux primitives de Windows. Ça ressemble à ça, donc au lieu de passer... Enfin, vous voyez qu'il y a du exe, du sys, que des choses natifs Windows pour faire du web. Donc ça va sûrement pas aller sur Linux ou quoi que ce soit. C'est 2IS, Microsoft, Windows partout. Et c'est un peu l'enfer. Était-on enfermé à tout jamais dans cette truc mono Windows, enfin uniquement Windows? Heureusement, ça a changé. Le changement, alors j'ai mis ces trois figures, ils interviennent à des degrés divers sur au moins ouvrir les esprits chez Microsoft. Le premier, c'est à droite Miguel de Icaza, qui décide dans son coin de porter, vraiment dans son coin, de porter .NET sur Linux, simplement. Je cite, au niveau plus stratosphérique Windows, l'actuel CTO, mais qui est quand même un des premiers à avoir dit non, mais on peut cohabiter avec Linux et même faire beaucoup de choses avec eux. Et dans les évangélistes, il y a Scott Hazelman qui aussi a bien poussé dans ce sens-là. Donc j'ai situé moi la période entre 2014 et 2017, l'ouverture un peu. Donc le projet Mono au début n'est pas du goût des instances de Microsoft. Ils font plutôt un gros coup de frein à Miguel. Miguel de Icaza est un gros contributeur de GNOME et le créateur de Xamarin. Et puis petit à petit, Mono finalement on arrive à faire des choses, à déployer du code .NET Framework. Aussi arrive en 2016 WSL, je vous en parlais rapidement. Et surtout Microsoft se lance dans différents soutiens et même est à l'origine de plusieurs projets open source comme Kubernetes, Helm, TypeScript, je pense que tout le monde connaît. Et Playwright, plus récent, mais un projet intéressant pour faire du test d'interface graphique web. Bon, est-ce que tout ça c'est vraiment open source? Il faut clore le débat rapidement. Si vous regardez la licence sur .NET Core, et je vais vous montrer la différence avec .NET Framework, où c'est du MIT, donc il n'y a pas de une licence MIT, il y a, je pense, pas de débat, mais vous me direz. Moins la différence quand Java a été racheté par Oracle, où c'était moins clair, mais heureusement il y a d'autres distributions de Java, donc n'utilisez pas la version Oracle évidemment. Petite parenthèse sur WSL, ça a aussi permis de faire ce que je vais vous montrer en démo, c'est-à-dire de vraiment faire tourner du code qui est pour Linux dans un environnement Windows. Alors WSL est très mal nommé, Windows Subsystem Linux. Alors c'est pas un sous-système, c'est un système à côté qui marche sur le principe de l'hypervision. Et il y a un système
d'interconnexion entre le user mode de Windows et le user mode Linux, chacun travaillant sur leur noyau. Du coup, ça nous permet, voilà maintenant ce qui est devenu .NET avec l'arrivée de .NET Core. Ils ont fait un système qui leur permet de toujours supporter l'ancien .NET Framework avec ses dépendances à Windows. Et si vous faites du .NET Core ou du Xamarin, plus de dépendance à des librairies Windows. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie bleue. Donc ça, pour ceux qui veulent continuer à faire du développement pour Windows, évidemment, c'est ça. Mais sinon, c'est .NET Core qu'il faut viser. Quand on compile, donc là, je travaille sous macOS. Voilà ce que je fais tourner sur mon Mac, des DLL qui ressemblent du Microsoft Library, mais qui est target pour le processeur et pour l'OS ici, macOS. Ça, c'est typiquement à peu près ce qu'on livre sur un projet où il y a zéro code. Les librairies sont assez légères, ça nous change de ce que Microsoft avait l'habitude de produire avant, la plus grosse faisant 800 kg. Les langages de développement avec lesquels on peut développer pour .NET Core sont C#, F# et Visual Basic .NET, dont à mon avis le support, enfin ils font le service minimum. Le support ne sera pas arrêté, mais ils ont dit qu'ils ne feraient plus aucune évolution sur ce langage. C# et F# sont les deux fers de lance de .NET Core. C# ressemble à Java. F# c'est un langage fonctionnel qui ressemble à F#. Des petites idées d'Haskell dedans. Mais vous pouvez aussi compiler, et je pense qu'il y a une présentation dimanche aussi pour montrer comment on embarque du code de .NET. Vous pouvez faire du C++ et directement compiler pour cibler certains processeurs. Il y a un projet qui s'appelle .NES, où ils arrivent à compiler, à faire exécuter du code .NET dans une NES. C'est rigolo. Ça fait pas grand chose, mais c'est rigolo. Ils peuvent pas développer de jeux vidéo, hein, juste Hello World. C'est marrant. Ok, moi j'utilise .NET Core depuis quelques années déjà pour faire des web API. Donc c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Donc derrière, ça permet d'avoir des front web en Angular, React, ce que vous voulez, plain HTML comme vous voulez. Vous pouvez faire, évidemment, le premier but c'est des API REST, mais ça supporte aussi Signalair, c'est la librairie qui permet d'avoir des WebSockets, gRPC, Protobuf, vous connaissez, donc c'est ouvert à ça aussi. Et on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe côté serveur web, puisqu'il y a 3 serveurs possibles, et on ne voulait plus entendre parler on a dit plus de Windows, plus de 2IS, donc pas ni d'HTTP6. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce petit moteur. Alors c'est pas vraiment un serveur web, je ne sais pas comment l'appeler, une couche HTTP très légère qui s'appelle Kestrel, qui permet d'hoster du code qui recevra juste des requêtes HTTP, tout simple. En production, on le met devant un proxy, un truc qui fait vraiment la partie service web. Donc vous pouvez coller du Apache, du Nginx, on utilise Nginx sur ITER, pour avoir les fonctionnalités du serveur web, les logs, tout ça. La compression, les trucs que font un serveur web. Du coup, sur le projet ITER, on a suivi ce modèle-là de déploiement. Tout est dockerisé, donc on crée des applications SPNet Core qui sont dans des conteneurs Docker et qui jouent dans une infrastructure Docker devant laquelle on a un proxy Nginx qui sert de load balancing. Parce qu'on a plein de on va pas, c'est pas des microservices, juste des API. Niveau perf, ça donne quoi? C'est meilleur que 2IS, sans surprise. Enfin, Windows 2IS, bien meilleur.
C'est assez difficile de trouver des benchmarks, mais SPNet Core tourne à peu près aussi vite qu'une implémentation en Go ou en Rust ou en V. Alors, je ne connaissais pas V, Vnode. C'est un serveur web excessivement léger et rapide. Donc ça joue dans la même catégorie. Pourquoi? Parce que derrière Kestrel, il y a en fait, alors c'est pas très bien documenté, mais c'est Libuv, la librairie qui en fait fait tourner Node.js, donc sur le même principe d'Event Loop que Node.js, sauf que dans Kestrel, ils ont en plus rajouté un support multi-event loops, donc ils multithread l'event loops. Donc ça peut aller encore plus vite. Après, c'est Kestrel qui fait ça. Et du coup, pour bien profiter de la perf de ça, il faut obligatoirement, il est conseillé de faire des appels asynchrones à tout ce qui est I/O, base de données, etc. Il me reste 5 minutes, je vous montre le code. Donc voilà du code C#. Voilà du code C# qui tourne. Alors je l'ai lancé ici en tant qu'image Docker. Donc j'ai ruiné le. Okay. J'ai fait une petite typo que je vais corriger. Du coup, dans mon code ici, que je compile là, par exemple, pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Que du coup, je vais builder. Alors oui, j'ai une image Docker qui, vous voyez, se base sur Dockerfile, pardon, pour faire une image basée sur SPNet et le SDK. Le SDK, c'est pour compiler. Ensuite, je reviens sur ma base qui est basée sur Ubuntu, en fait, ça que je déploierai. Donc, je déploie une DLL si je build. Hop, on peut aller regarder le build, ce qui se passe. Hop, vas-y, log. Bah, il est en train de faire tourner les commandes .NET build et publish. Et puis il va créer son dernier layer et je vais pouvoir le faire tourner. Alors évidemment c'est plus long de vous montrer comme ça, mais c'est pour vous montrer que je triche pas. Je fais vraiment des images Docker. Je recompile. Et au passage, au niveau, alors il y a du Ubuntu, il y a du Debian pour les images du runtime.NET et du SDK. Et on a même maintenant des images très affinées, des chiseled images, qui permet, alors ça c'est la théorie, moi je vais vous montrer ce que j'ai réussi à obtenir. Alors il faut une bonne bande passante en fait pour compiler. Mais si on regarde les images, ici ma web API example version normale c'est 500. Alors c'est quand même un peu lourdingue, hein, 500 mégas pour une image et la version chiseled est de la moitié. Voilà, bon, parce que ça embarque la runtime hein, en fait. Si vous voulez la voir, le Docker Chisel, il est basé voilà, sur une distrib qui est Jammy, qui est plus légère, mais après c'est à peu près la même chose. Il a fini de compiler? Non. Bon, sinon pour aller plus vite, je peux le faire tourner directement ici sur le Mac. Hop, hop. Et normalement, j'ai corrigé du libre, capitole du libre. Voilà.
Donc ça s'exécute bien, rapide, tout ça, tout ça, tout ça. Juste pour montrer que je ne vous ai pas raconté trop de bêtises. Est-ce que vous avez des questions ? Bon voilà, petite démo de... Oui. À quelle occasion on utilise c'est un gros à l'occasion de développer le projet qui s'appelle ICP ici, qui est le portail... Attends, je te montrerai. C'est de l'argent public, j'ai le droit de le montrer. Donc c'est un portail qui sert à répertorier toute la construction du chantier, tout le matériel qu'il y a sur le chantier, comment ça arrive, comment ça repart, est-ce que c'est validé, qui signe, qui est sur le chantier, tout. C'est vraiment la gestion du chantier. Et donc ITER, c'est le projet de fusion, un des projets de fusion sur la fusion nucléaire, de recherche sur la fusion nucléaire, qui se fait à Cadarache, dans le sud au-dessus de Aix-en-Provence. Ouais, on gère tout le matériel du chantier avec ça. Donc c'est pas un petit projet. Il y a beaucoup d'utilisateurs. CICD, c'est du... c'est ça. C'est aussi vulgarisé. Voilà. Donc pas Java là-bas. Donc pas Java. Ah, c'est Rider. Ouais. Très 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 content. Beaucoup mieux que Visual Studio. Et Rider, effectivement, est gratuit pour les projets open source et éducation maintenant. Enfin, beaucoup de produits JetBrains sont devenus gratuits. Donc voilà. Et merci beaucoup.